compagnie, bienvenue dans cette vidéo et déjà bonne année 2019 et c'est le bilan de 2018 donc on va faire en 3 parties. On va commencer par le top, ensuite on fera le flop et ensuite on fera les autres films dont j'ai pas parlé cette année. Du coup allez, on perd pas de temps, on commence avec le top. En 10e position, Hôtel Transylvanie 3. On remarque que le public est très difficile concernant les suites. On se retrouve avec des communautés de fans hardcore d'une licence qui aiment quand une suite ne propose absolument rien d'intéressant, se contentant de surfer sur le succès du premier film, et qui en revanche chient à la gueule des suites proposant quelque chose de neuf enrichissant la saga. Et là, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête. Non ? J'ai eu affaire à un débat assez affligeant sur ma vidéo des Indestructibles 2 par rapport au film qui soi-disant était excellent alors qu'il se contentait de régresser les personnages au plus bas niveau et de nous pondre des enjeux... Enfin... Alors que de son côté, Hôtel Transylvanie 3 a fait tout ce qu'une bonne suite doit faire. Il a développé son univers, que ce soit dans sa richesse visuelle, les différents mythes et légendes revisités à la sauce du réalisateur Gennady Tartakovsky, jusqu'au Kraken qui ressemble à un cousin éloigné de Tamatoa. Les personnages sont bien plus fouillés que dans le deuxième opus, qui était assez brouillon, faut bien le reconnaître, de par sa production chaotique. Merci Adam Sandler. Bon, j'aime bien Pixel. Drake fait enfin le deuil de sa femme, qui était quand même un problème qui le rongeait depuis le premier film. Maevy hésite encore entre le cocon familial et la vie de mère au foyer, tout en gardant son dynamisme qui fait d'elle le meilleur personnage de la franchise. Parce que Jonathan, j'ai pas envie d'en parler tellement il est effacé dans ce 3e opus. Et enfin, Tartakovsky s'éclate vraiment dans son animation Toon Cut, qui était déjà assez incroyable dans le premier, mais qui ramait un peu par le budget peu conséquent. Là, le film se lâche véritablement dans sa fluidité, les pics, les gags, le climax qui doit être un des meilleurs en termes d'humour et de fun que j'ai vu depuis Shrek 2 avec sa biscotte géante. Bref, un excellent film, injustement critiqué. Encore. Numéro 9, Halloween. En parlant de suite, est-ce que ça vous fait pas mal au cul quand on vous dit qu'une suite va sortir et qu'elle fait table rase totale des précédents sauf le premier? Personnellement, ça peut, mais dans mon cas, je m'en fous quand il s'agit de la saga Halloween. Halloween, c'est un chef-d'œuvre, c'est mon film d'horreur préféré, c'est un monument du slasher qui a redéfini un genre. Mais vu les suites qui sont parties dans un what the fuck d'or le plus total et les 2 remakes de Rob Zombie... Pardon. Un remake de Rob Zombie, il était temps que notre bon vieux Michael Myers retrouve un peu de sa fraîcheur. Donc Halloween 2018... on reprend tout, depuis le début, depuis la fin du 1. Et c'est là que le film prend une tournure vraiment intéressante dans ce qui s'appelle le jeu du miroir par rapport au traumatisme. Tout le film traite des séquelles que les gens laissent aux autres, comme la grande question mise en valeur au cours du métrage, est-ce qu'un monstre ne peut pas en créer un autre? Qui est clairement illustré entre le duo Laurie Strode et Michael Myers, qui vont plusieurs fois reprendre des scènes du premier film en inversant les rôles. Un exemple, si t'as vu le film, la scène du balcon. Tu l'as en tête? Voilà, ok, bah tu vois de quoi je parle. Le film est aussi un bel hommage à son aîné de 40 ans. Et tu sens bien la patte du mentor derrière le réal, qui n'est autre que John Carpenter lui-même, le réal du premier film. Donc Halloween est une réussite, dans sa forme, dans son but. J'ai vraiment apprécié. Numéro 8, Avengers Infinity War. Après le chef-d'œuvre Avengers en 2012, le MCU a perdu un peu de sa noblesse. Bon, après, je peux parler parce que moi qui suis un fan hardcore de DC... Ouais, bon, ok, bonne soirée. Marvel est revenu en force l'an dernier avec Thor Ragnarok, film que pas mal de critiques descendent mais qui a pourtant beaucoup de fans. Le film se concentrait plus sur ses personnages, et oui j'adore Loki et je vous emmerde, et mettait en place le début de l'apocalypse avec le Ragnarok. Ouais, parce que en face de Thanos, ton TK version Asgard, c'est de la rigolade. Avengers Infinity War est une tuerie, un début de fin époustouflant pour le MCU. Thanos passe enfin à l'action, n'étant pas juste un méchant sans saveur, il a une psychologie dictatoriale tout en apportant des moments touchants de par sa relation complexe avec Gamora. Relation qui se termine avec une scène... Préparez vos Kleenex, comme j'aime à les appeler. Les thématiques sur le bien de tous et l'esprit d'équipe sont présentes à nouveau, dignes du premier Avengers. Non, 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 ce film n'a jamais existé. Quitte à éviter de faire trop long, je vous renvoie sur ma vidéo. Et au fait, l'étoile de la mort, elle était là. Numéro 7, Astérix et le secret de la potion magique. Peut-on rater quoi que ce soit lorsqu'on adapte une BD? La saga Astérix dit oui! Le célèbre Gaulois est passé par une panoplie d'adaptations. Et en dehors du coup du menhir, Mission Cléopâtre et les 12 travaux... Astérix le Gaulois était raté malgré un bon casting. Aux Jeux Olympiques n'est sauvé que par sa bande de méchants composée de José Garcia, Benoît Poulvorde, Delon et Astier. Astérix. C'est qui ce blaireau? C'est Brutus aux Jeux Olympiques.
Bah ouais, le film aurait dû s'appeler comme ça. Hein. Mais j'ai retrouvé espoir avec Astérix et le Domaine des Dieux, une belle lettre d'amour au BD d'origine, et là, Alexandre Astier, qui avait réalisé le Domaine des Dieux justement, débarque avec ce nouvel Astérix créé de toutes pièces, pas d'adaptation ni rien du tout. Il a tout posé sur la table et a pondu une bonne petite pépite d'animation. Toujours un plaisir de retrouver les personnages, leur dualité complicité avec les Romains. Le scénario est peut-être un poil prévisible. Ok, je vous la fais courte, dès qu'elle apparaît à l'écran la gamine, j'ai compris que ça allait être elle la nouveau druide. Mais on s'en fout un peu en vrai. L'animation a bien progressé depuis le premier, et le scénario apporte même des thématiques intéressantes sur le passage du flambeau, la voie du travail et de la victoire, et la voie de la facilité et donc de la défaite. Numéro 6, Parvana, une enfance en Afghanistan. Vous savez, le but de ma chaîne, c'est de parler de films d'animation qu'on a oubliés au fur et à mesure du temps. Et ben celui-là, il a été oublié à peine il est sorti. Alors que Parvana, c'est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce film, c'est le fils caché du cinéma de Don Bluth, avec ses histoires dures comme l'époque du Secret de Nîmes ou de Charlie, et du côté style graphique, non seulement ça claque, mais c'est le descendant de l'imagerie de Michel Oslo. Ça, c'est de l'animation comme j'aime. C'est de l'animation qui sait parler à des gosses, qui leur bourrent pas le crâne avec des histoires de princesses qui font leur coming out, ou des œuvres bâclées qui surfent sur le succès Disney. Parvana doit à tout prix faire surface et trouver un plus grand public, comme c'est arrivé avec Le Géant de Fer ou La Planète au Trésor. Effacer un film avec autant d'intention artistique, bah c'est un peu dangereux, parce qu'à côté, il y a ces genres de trucs qui cartonnent. On verra le flop au moment venu. Et d'ailleurs, on parlait de Michel Oslo, numéro 5, Dilili à Paris. Je ne comprends pas comment on peut pas aimer ce film. Et non, je dis pas ça parce que j'ai bossé dessus. Dilili à Paris, c'est la définition d'un grand film d'auteur. C'est l'œuvre de quelqu'un qui aime sa ville, qui aime ce qu'il fait. C'est bien plus ambitieux comme cinéma français que le Dope sorti en même temps. Putain, à la 2, j'arriverai jamais à lire ce titre. Et là j'entends dire oui, mais ça c'est un style que j'accroche pas, donc ça me plaît pas. Mec, t'approches jamais de Spider-Man New Generation. L'animation, l'imagerie d'un film, c'est un parti pris. Dilili à Paris est une lettre d'amour à Paris, c'est un hommage au grand personnage de cette ville, c'est un film qui parle un peu trop de façon primaire, sans que ce soit factuel, mais c'est aussi le cinéma de Michel Oslo. Il raconte des histoires simples, mais tellement bien écrit que tu prends ton pied. J'ai rien de plus à ajouter, Dilili à Paris, c'est un film qui est ancré en moi. C'était une expérience de fou de travailler dessus, et c'était une expérience de fou de le voir en salle terminé quoi. Et je suis allé le voir 3 fois, parce qu'une fois encore, je préfère mettre mon argent dans ce genre de cinéma français que dans notre. Numéro 4, Black Landsman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan. Là aussi, je sais pas trop quoi dire. Black Landsman, c'est un film qui marque les esprits, mais on sait pas pourquoi. Parce que ça parle de racisme, de lutte pour l'égalité de tous, etc. Mais le problème, c'est que ce film, c'est que les personnes à qui il s'adresse, ben, elles verront pas le film, parce que les gens concernés, ben, c'est les méchants de l'histoire. C'est triste, peut-être plus frustrant que triste, mais c'est encore une fois une question de société. On est plus intéressé par du divertissement grand public haut de gamme que les films qui poussent à regarder au-delà de ce qu'on voit, au-delà des apparences, qui nous poussent à réfléchir. C'est tout ce qu'est ce film. Et en lui-même, le film est ultra réussi, dans sa réal, sa lumière, ses dialogues, et enfin le film qui démontre qu'Adam Driver est un très bon acteur. Et oui, parce que personne n'aime les nouveaux Star Wars. Sauf moi, parce que je suis un con. Numéro 3... Spider-Man New Generation. Très difficile de parler d'une licence qui a une énorme fanbase. Je sens que je l'ai dit pas mal de fois dans cette vidéo, non? Parce qu'à n'importe quel moment, tu vas te prendre une déferlante de haineux, simplement parce qu'ils seront pas d'accord avec ce que t'as dit. Surtout quand les fans de Spider-Man, eh ben ils sont convaincus que notre ami l'homme araignée, il est mieux chez Marvel Disney que chez Sony. Je sais qu'il y a des fans qui vont regarder cette vidéo, mais en vrai, j'ai des ecchymoses tellement je m'en branle. J'adore les films de Sam Raimi, mon préféré c'est le 3, avec un bien meilleur Venom que... Combien de fois je vais souffler dans cette vidéo? The Amazing Spider-Man était incroyable, le 2 était encore plus ouf, The Spectacular Spider-Man est une série de malades, Spider-Man aussi, et là... Je changerai pas d'avis, c'est de la merde. Spider-Man Homecoming, c'est une incarnation d'un produit sans âme. C'est pas un film, c'est juste un projet d'insertion d'un personnage dans un univers. Bon, j'ai eu une petite pointe d'espoir avec Venom sous la tutelle de Sony. Pourtant, on a eu Spider-Man New Generation. Ce film est un chef-d'œuvre. Et là, il met à la porte tous les derniers films de team super-héros qu'on a eu, DC ou Marvel. C'est un film qui sait comment construire une équipe, justement, où chaque personnage a une fonction, personne n'est là pour décorer. C'est pas juste des comic reliefs rigolos. Combien de films se font poutrer rien que par ce détail? Non,
Spider-Man New Generation, c'est le meilleur démarrage de Spider-Man, surtout après Homecoming. Là, on redémarre vraiment le personnage en utilisant le personnage et non son image juste pour ramener des foules. Et le film a même les burnes... Bon, attention, si t'as pas vu le film, spoil. Le film a même les burnes de buter dès le début Spider-Man pour passer le flambeau à une nouvelle génération qui apprend avec les différentes icônes et versions de Spider-Man qui ont bercé d'autres générations. Tout ce côté méta fait la force du film, parce que c'est clairement un appel au public devant l'écran. Même graphiquement, c'est démentiel, le Dr Octopus, putain, je veux une figurine de ce Dr Octopus. Les plans sur le cahier le rendent démesurément charismatique, donc oui, je dis oui à Spider-Man New Generation, oui. Numéro 2, Mowgli. C'est génial! Ce film est génial! Ça faisait depuis le dernier Star Wars que je m'étais pas retrouvé à me dire pendant la séance... Ah putain, mais c'est trop bien en fait! Je commence par ce qui semble être une évidence, c'est clair que l'expérience Peter Jackson, en particulier King Kong, a servi Andy Serkis pour la réalisation de ce film. Ça, c'est pas très difficile vu les similitudes. Au-delà de ça, ce film est superbe, c'est un vrai choix artistique et narratif, c'est même bien plus proche du roman de base, c'est clairement plus sombre que la version de Disney et l'autre remake de mes couilles, et le nombre de fois où j'ai été mal à l'aise devant la version de Netflix, je spoile pas, mais la scène choc du film, je donne un indice, Lou Albinos. Là, cette scène, c'est le malaise. Même dans sa réal, le film s'amuse beaucoup avec des scènes du point de vue des personnages pour rendre la scène plus malaisante. Il y a aussi énormément de plans séquences qui rendent les scènes plus intenses. Et même des moments super forts entre les duos de personnages. Le background de Bagheera est super touchant. Donc Mowgli, c'était un gros kiff. C'est 3 fois que je le vois au moins. Et le numéro 1... Le problème c'est que quand t'es fan d'une franchise, il y aura jamais d'avis universel. Il y aura toujours des haineux ou des fans hardcore ou des puristes. Et c'est con. Parce que ça te fait t'embrouiller avec ceux qui aiment la même œuvre que toi en fait. Le nombre de fois où je m'embrouille avec des fans de Star Wars sur la prélogie et la postlogie, mais je les compte même plus alors que j'adore la prélogie et la postlogie. Et ça me fait chier. Parce qu'en 2015, on a relancé Star Wars, mais on a relancé une autre licence. Et depuis 2015, ce truc avec les fanbases... c'est devenu la même chose avec Jurassic Park. J'ai pas besoin de m'attarder plus, je vois que t'as compris qui est le numéro 1. Numéro 1, Jurassic World Fallen Kingdom. C'est vraiment une expérience bizarre ce film. Parce qu'au départ j'étais assez amer envers ce film, parce qu'il faisait tout différemment des premiers Jurassic Park, et plus j'ai revu le film en salle, plus c'est ça que j'ai kiffé en fait. J'ai compris que c'était ça qui me plaisait tellement dans ce film. C'est qu'il fait tout différemment mais tout en respectant le premier Jurassic Park. Juan Antonio Bayona est un de mes réalisateurs préférés. Il a fait des merveilles comme L'Orphelinat, The Impossible, A Monster Call. Et on voit l'impact de sa filmographie dans ce film. Les scènes avec l'Indominus Raptor, elles sont déjà iconiques pour moi. Ce plan sur le toit, putain, j'en ai des frissons. Depuis l'attaque du T-Rex dans le 1, on n'avait pas une telle iconisation du méchant dans un film Jurassic Park. Et on voit l'impact de Spielberg sur Bayona aussi, quand on voit tous les easter eggs. Rien que ce plan de fin, ça montre l'importance qu'a Spielberg aux yeux du réalisateur. Le fait que la gamine soit habillée comme Elliot dans E.T. par exemple. Et le film, même si le scénario est simple, il fonctionne. Simple ne veut pas dire raté. Le film met en place un vrai impact de la puissance génétique, rien que dans son thème principal que vous entendez en ce moment même. La partie dans le manoir est juste géniale avec ses séquences à la Nosferatu, son ambiance macabre. La scène du brachiosaure, c'est comme la mort de Luke dans Star Wars 8. La fin d'une époque, on passe à autre chose. J'adore les personnages, Claire qui en plus d'être magnifique, évolue depuis le premier. Rien que dans le fait qu'elle voulait avoir des gosses, tiens, par exemple. Et Maisie, on a enfin une gamine agréable dans les Jurassic Park. Et bon Dieu, arrêtez de dire que les personnages sont cons, y a rien de con de voir un connard de chasseur se comporter comme un connard de chasseur pour le coup de la dent dans la cage, si tu vois pas où je veux en venir. Y a rien de con à voir d'une gamine de 7 ans se cacher sous les draps. C'est l'endroit où un gosse se sent le plus en sécurité. Et ça renvoie à cette imagerie des cauchemars qui s'arrêtent au bord du lit, tels des croque-mitaines. Et la gamine qui libère les dinos, mais c'est l'essence même de Jurassic Park. Des créatures merveilleuses à travers des yeux d'enfant. C'est pour ça qu'elle les libère. Et ça amène à une suite qui entre dans les grandes lignes de SF à la Frankenstein, où la création de l'homme reprendrait le contrôle de la planète parce que l'homme n'a pas su gérer sa création. Comme les livres Jurassic Park en fait. Eh ouais, hein, on se demande qui c'est qui est fan de Jurassic Park maintenant. Bref, Jurassic World 2 c'est trop bien. Et j'emmerde joueur du grenier. Je préviens tout de suite, dans ce flop, il n'y aura pas les nouvelles aventures d'Aladin 2. Oui, je vais pas dire Aladdin 2 parce que j'ai encore un peu de dignité, merci. Parce que ça, c'est un film qu'on savait qu'il allait être mauvais à des années-lumière. Même depuis la sortie du premier, on savait qu'il allait être mauvais, donc je vais pas m'acharner sur ce film. Je mettrai pas non plus Bohemian Rhapsody parce que j'ai kiffé le film et je comprends pas ce que vous avez contre ce film. Donc non, je mettrai pas ces deux films parce qu'ils ont pas mérité d'être dans le flop. Par contre, les 5 films dont je vais parler là,
Ils l'ont bien mérité leur race. En 5ème position, Les Indestructibles 2. Je crois que j'ai pas été assez clair sur le fait que Les Indestructibles c'est mon film préféré juste devant King Kong et Jurassic Park. Et je pars du principe que si t'aimes Les Indestructibles, tu peux pas aimer Les Indestructibles 2. Parce que Les Indestructibles 2 a dénaturé tout ce qui faisait le premier film. Il a régressé les personnages au plus bas niveau. C'est Bob qui devient macho, putain. Le film a beaucoup trop de temps mort, du coup il remplit tout le temps par des gags de remplissage. Toute la partie avec Jack Jack, c'est un calvaire, c'est des gags de gamins dignes d'un mauvais DreamWorks, c'est juste affligeant quoi. Et Elastigirl est beaucoup trop mise en avant, alors que dans le premier film, ils avaient su construire une team justement où personne n'était là à décorer. Le méchant, putain, c'était le facepalm ultime quoi, le facepalm ultime. Dès qu'elle apparaît à l'écran, tu comprends que c'est la méchante. De toute façon, même Brad Bird n'aime pas ce film. J'avais mis un lien dans ma critique, je vous renvoie dessus si ça vous intéresse de la voir. Et même là, j'ai lu dernièrement qu'il a rattrapé le projet in extremis parce que c'était pas lui qui écrivait le projet à la base, c'était quelqu'un d'autre et que ça devenait une catastrophe parce que c'était à deux doigts d'être encore un de ces films féministes de merde avec Elastigirl en premier plan. Même dans la relation des personnages, il n'y a aucun impact. Je veux dire, la dualité entre Syndrome et Monsieur Indestructible, tu la comprenais parce que Syndrome, il admirait Monsieur Indestructible avant. Là, putain, il y a quoi entre Elastigirl et l'hypnotiseur là? L'hypnotiseur, putain, il pouvait pas faire plus péter quand même, ni. Ça revient à appeler Monsieur Indestructible l'homme fort. Voilà, c'est aucune originalité. Donc non, Les Indestructibles 2, c'est pas bien. C'est pas bien. Et ça... c'est pas bien, voilà, c'est juste pas bien. Ça n'existe pas, plus j'y repense et... plus j'y repense et plus c'est un calvaire, non ça n'existe pas. Voilà, c'est juste honteux quoi. Le numéro 4, c'est un film qui m'a aussi bien salé à sa sortie, mais pas pour les mêmes raisons. Solo Star Wars Story. Là aussi, Solo Star Wars Story, c'est très difficile de savoir si je juge le produit fini ou ce qui s'est passé avant. Parce que la production de ce film, ça a été au-delà du carnage, pire que Justice League ou Suicide Squad. Ils ont viré les réalisateurs en plein tournage, donc du coup il y a eu des scènes qui ont été complètement retournées, d'autres qui ont été cutées, il y a des effets d'éclairage qui passent pas du tout, et c'est une merde. Même dans les choix de narration, mais c'est des psychopathes les mecs. Han Solo qui parle choui, what the fuck, vous critiquez Leia dans l'espace? Bah putain, matez-vous Han Solo qui parle choui. Le robot LGW aussi, ça c'est le chef-d'œuvre ultime, c'est un calvaire. Même là encore, niveau construction d'une équipe, ça va nulle part. Ils savent tellement pas quoi faire de leurs personnages qu'ils les butent tous les uns après les autres. Il y avait cette tentative de faire un effet The Last Man Standing, mais non, ça marche juste pas quoi. Les relations aux personnages sont inexistantes parce que ça fait juste un jour qu'ils se connaissent et que tu veux me faire croire le mentor et tout. Oui, dans Star Wars 7, ils se connaissaient depuis pas longtemps, mais la mort d'Han Solo, elle avait un impact. Parce que c'est Han Solo qui meurt. Et Rey, ça lui fait du mal qu'il disparaisse parce que Han Solo, les Jedi, tout ça, c'est une légende. À quel moment Solo, tu m'expliques à quel moment il en a à foutre de Beckett? Sans déconner. Donc non, Star Wars Solo, c'est pas bien du tout et ça confirme un truc que je craignais parce que même si le truc s'est planté, il va y avoir d'autres Star Wars. Donc non, et ça confirme ce que je pensais, on va vers une marvelisation de Star Wars. J'ai très peur pour Star Wars 9, parce que Star Wars 8, c'est tellement un chef-d'œuvre que j'ai peur de vous... Mais vu les mauvais retours qu'il a eu, je pense que ça va saigner pour l'épisode 9. J'espère que ça sera bien, franchement. Le numéro 3, c'est un film dont j'avais fait une critique, mais qui a été striké suite à une musique que j'ai utilisée. Mais que je suis pas mécontent d'avoir enlevé, parce que j'étais tellement salé que la critique n'avait plus aucun sens. Venom, quelle purge! Sans déconner, mais quelle purge! C'était une merde de Venom, c'était horrible. Ah, j'ai détesté ce film. Ah, j'ai renié même l'existence de ce film. Il y a même pas de quoi s'étaler trois plombs avec Venom, parce que c'est horrible, mais c'est vide de tout. Il y a rien à sauver. Tom Hardy lui-même déteste le film. Ils ont enlevé 40 minutes. On sait pas pourquoi. Là encore, c'est un film comme Suicide Squad qui se voulait sombre et qui a été aseptisé par le fait de vouloir plaire à tout le monde. Donc du coup, ils ont marvelisé le film et ça a donné un truc absolument catastrophique parce que t'as des scènes qui sont censées être horrifiques et qui deviennent drôles, mais tout en voulant rester horrifiques, ce qui fait que ça donne un truc absolument ridicule. Genre à chaque fois que Venom bouffe un humain, mais le facepalm ultime, les blagues de merde, genre et puis Venom qui devient gentil comme ça soudainement. Qu'est-ce qui se passe? Il est resté 2 jours, il devient gentil parce qu'il aime Eddie. Venom, c'est typiquement le genre de blockbuster qu'on devrait plus faire parce que avec des trucs comme Han Solo ou Suicide Squad, la prod, elle devrait comprendre qu'ils font des conneries à vouloir tout le temps marveliser leurs films. Mais non, ils continuent. Voilà. Donc on est bien parti. Numéro 2,
The Open House. T'as remarqué, j'ai mis Mowgli qui était un film Netflix, donc je me suis dit, je vais pas me priver de mettre un film Netflix dans le flop. C'est l'incarnation d'une perte de temps en fait. Le film est tellement mal conçu que la fin est tellement incompréhensible que quand tu le regardes, t'as une sensation mais de vide intérieur que ça rend le film mais mauvais, mais au-delà du mauvais, il n'y a aucune intention artistique. Mais ce qui est triste, c'est que derrière ce film, tu sens une intention artistique, mais cette intention artistique, elle est pas réussie, quoi. C'est un étudiant en cinéma qui a fait ça. Et je dis ça alors que je suis un étudiant en cinéma, putain. C'est un film que tu comprends pas où est-ce qu'il veut t'amener, en fait. Il y a un ping-pong constant entre on va dans cette situation, non, allons plutôt vers cette situation. Ah mais non, revenons plutôt vers la situation d'origine. Et tu comprends pas où est-ce que ça va. Les personnages se font buter, mais tu sais pas pourquoi. Il y a un tueur, mais tu sais pas ses motivations, qui il est, qu'est-ce qu'il veut. Et le plan de fin, mais tu te dis, ah d'accord, en fait, je viens juste de regarder une grosse abysse pendant 2 heures, voilà. Vous voyez, j'ai perdu mon temps. Voilà. Et numéro 1 des pires films de l'année, et celui-là, je vais bien l'enfoncer, parce que je suis vraiment en colère contre ce film, et tout le monde l'acclame, visiblement. Aquaman. Alors attention, ce n'est pas le personnage d'Aquaman que je juge. Parce que Aquaman, je m'en fous un peu. Enfin, c'est un héros comme un autre de la Justice League, j'ai rien contre lui personnellement. Et oui, après Suicide Squad et Justice League, je voulais que ça relève un peu le niveau. Mais alors, si c'est pour me pondre ça... Ah, la colère m'a traversé devant ce film. Et là, c'était même pas de la déception, c'était une colère terrible. Parce que le film, certes, est marvelisé, mais là, il l'assume. C'est là où ça devient horrible. Parce que Suicide Squad et Justice League, ils se marvelisaient, mais c'était dû à une production qui avait massacré le projet, parce qu'au départ, les projets étaient très différents. Ils se voulaient sombres et matures dans la grande ligne de Batman v Superman. Là, Aquaman, là, c'est vraiment horrible, c'est que maintenant, le côté Marvel est assumé. Donc ça veut dire que maintenant, le DCU devient vraiment marvelisé. C'est là où t'as vraiment cette impression de te faire enfler. Parce qu'avec Batman v Superman, on te teasait un univers vraiment sombre et mature. Et les gens ont bâché ça parce qu'ils voulaient un truc à la Marvel. Du coup, ça a donné Suicide Squad et Justice League. Et le délire Marvel dans Aquaman, mais c'est un calvaire. Mais l'intégralité du film est une horreur. L'humour, putain. L'humour. Quand t'as l'Atlante qui perd son casque et qui se fout la gueule dans les chiottes. Mais mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Les délires absurdes, c'est du n'importe quoi. Rien que dans les passages dans l'eau, mais t'y crois pas une seule seconde. Il y a même pas de texture. Chaque passage dans l'eau, tu vois un mec sur un fond vert parce qu'il n'y a aucune bulle de mouvement. Même quand ils vont à fond la caisse, il n'y a aucune bulle de mouvement ou d'écume, ce qui fait que tu crois pas un seul moment. Et puis ensuite, t'as les délires absurdes à la con dans le combat là, avec le combat entre Aquaman et son frère. Et puis là, t'as une pieuvre qui fait des percussions genre pam 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 pam. Et on est dans Vaiana à ce moment-là du film. Il ne manque que le crabe chantant avec son trésor sur la carapace. Hein. Et il ne manque que ça. On est dans la petite sirène ou Vaiana à ce moment-là du film. Vraiment. Donc non, Aquaman, je peux pas adhérer. Alors, soit on part dans un gros délire à la Rampage ou à la Pacific Rim Uprising ou un truc comme ça et on appelle ça Super Heroes Popcorn parce qu'on s'en bat les couilles. On part dans le délire que c'est un film de merde comique à la Kick-Ass et à ce moment-là, on fait venir Aaron Taylor Johnson ou n'importe quel connard. Soit on continue en se disant on fait le DC Cinematic Universe qui, je rappelle quand même, était un univers qui se voulait sombre et mature avec Batman v Superman ou Man of Steel, hein, à la base. Et non, tu peux pas faire ça. Je suis désolé. C'est exactement comme si t'allais acheter le prochain God of War et avec la couverture qui te met dans l'ambiance et tout, vraiment des premiers God of War. Et quand t'allumes la console, tu vois une putain de partie de Mario Bros et on te dit que c'est la suite de God of War. Donc non, quand même, je suis déprimé. Je suis déprimé parce que si on acclame une œuvre comme ça, ça va être dangereux. Ça va être dangereux, puis même dans sa forme scénaristique, le film il tient pas debout. Là aussi, ce film regroupe tous les problèmes qu'il y avait dans les précédents films. Dans Les Indestructibles 2 et Solo Star Wars Story, je disais qu'ils savaient pas construire une équipe. Là c'est littéral parce que la rousse elle sert tellement à rien que tu t'en bats les couilles. Venom, je disais qu'il était tellement aseptisé dans l'humour qu'il en devenait ridicule. Là c'est puissance 1000. Et The Open House, ça vanne partout et ça va nulle part en même temps. Là c'est le cas ensuite. Le Black Marin, putain, le Black Marin il soigne tellement mal ses apparitions dans le film que quand que après que tu l'aies vu, tu l'oublies pendant 40 minutes pour qu'il apparaisse 5 secondes. Et quand il réapparaît, t'es en mode ah,
C'est vrai que t'existes, toi. Pour le retrouver dans la scène post-crédit, Non, quand même, c'est pas bien. Voilà, c'est juste pas bien, c'est affligeant. Voilà. Et ben maintenant, on est là pour parler des films des autres que j'ai vus. Par contre là ça va être très rapide, hein. J'ai déjà plus de salive donc on va y aller. Rampage, je suis pas du tout objectif envers un film dès qu'il y a Dwayne Johnson dedans. Ce film déchire sa race. Le retour du héros, je manque d'objectivité aussi pour Jean Dujardin, j'adore ce mec. First Man, le fils caché d'Interstellar, c'est une tuerie. Jean-Christophe et Winnie, tu sais quoi, je m'attendais à être déçu et finalement c'est une pépite. Que ce soit dans le message de l'enfance à l'âge adulte, ou dans le fait qu'il reprend des événements historiques pour appuyer son propos. Le retour de Mary Poppins, j'aime vraiment pas du tout. The Meg, j'adore les dents de la mer. Et ça, c'est les dents de la mer en plus gros, je kiffe. Mission Impossible Fallout, ça envoie sa mère. Love Simon. Ce film est un film Disney sur l'intolérance qui, comme tous les films Disney sur l'intolérance, vous explique que c'est mal d'être intolérant, mais pas pourquoi. Voilà. Ready Player One. Ce film, c'est du fan service. Bohemian Rhapsody. T'as un timecode? Pacific Rim Uprising. J'aime beaucoup Pacific Rim 1. Cette suite lui arrive pas du tout à la cheville, mais c'est impressionnant quand même. Tomb Raider. Sans un bruit. Putain, le concept, il était génial. Finalement, non. 50 nuances plus claires. On en est arrivé à un stade où c'est même plus drôle en fait, cette franchise. C'est juste nul. La prophétie de l'horloge. Les Animaux Fantastiques 2. J'adore Harry Potter, je trouve le premier Animaux Fantastiques vraiment sympathique. Celui-là, je me suis fait chier. Royalement. Aladdin 2. Skyscraper. Je manque d'objectivité sur Dwayne Johnson. The Predator. Dans le genre délirant et tellement con, ça passe tellement bien. Et pour ce qui est des séries que j'ai vues, la saison 2 de 13 Reasons Why, j'ai pas vu aussi dangereux depuis les adolescents que depuis... Bah non, j'ai rien vu d'aussi dangereux en fait. Happy. Si t'aimes Deadpool, si t'aimes Happy Tree Friends, regarde ça. Sur ce, merci d'avoir suivi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, pour des épisodes de Cartoons à la cave, on va faire plein de trucs cette année, on va parler cinéma, on va parler Star Wars, je vais vous parler de Richard Williams et de son projet inachevé, de Roger Rabbit, on se verra plein de fois pour des critiques de films d'animation récemment sortis, donc je vous dis salut la compagnie, n'oubliez pas d'aller voir des films, salut.